Bon. Du coup, Estelle Crépa, médecin généraliste dans le Tarn. J'ai une question par rapport au diagnostic. Est-ce que nous, en tant que médecin généraliste, on peut poser le diagnostic ? En effet, moi, j'ai plutôt tendance à orienter vers le gynéco qu'il y a des fortes suspicions par rapport aux symptômes, sans imagerie. Et c'est vrai que des fois, les gynécologues, j'ai l'impression qu'ils bottent en touche, et ce qui va favoriser l'errance de la patiente, qui va vouloir en voir un autre, puis un autre. Et des fois, elles ont aussi du mal à accepter un traitement tant qu'elles n'ont pas le diagnostic, ce que je comprends tout à fait. Et est-ce que, du coup, nous, on peut le poser, ce diagnostic ? Je réponds, Julie. Thierry, je t'en prie. Alors, le diagnostic, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est éminemment compliqué. Je crois qu'on a la possibilité, dans la mesure où on doit prendre en charge cette endométriose, qu'elle soit avérée ou suspectée, de la même façon. Alors, la difficulté, c'est qu'on est, nous, confrontés très souvent à des formes d'endométriose qui sont relativement précoces, parce que j'espère que nous tous ici, on sera capable de pouvoir repérer des patientes qui sont très probablement porteuses d'endométriose, mais pour lesquelles on ne va pas pouvoir porter un diagnostic formel. C'est-à-dire que, cliniquement, à l'interrogatoire, on va organiser des choses avec beaucoup de symptômes qui sont très évocateurs d'endométriose, une imagerie qui est très souvent négative, c'est-à-dire que vous allez faire l'écho, ne montrera rien, vous allez faire l'IRM qui montrera pas grand-chose de plus, parce que les formes superficielles dont a parlé mon collègue ne sont pas visibles à l'IRM, et quelquefois l'échographie fait mieux, mais enfin, en tout cas, on ne va pas avoir de diagnostic formel. Alors, il y aura peut-être une place pour le test salivaire, mais pour le moment, on ne l'a pas. Donc, je crois que notre rôle, c'est aussi de gérer cette incertitude dont on a parlé. Alors, à Toulouse, on parle beaucoup d'incertitude dans la formation des médecins généralistes, mais je crois qu'il faut aussi habituer les patientes à dire que le diagnostic formel, de temps en temps, il n'est pas possible à porter et ça ne doit pas retarder la mise en route du traitement. Donc là, on a vraiment, si on veut vraiment qu'on ait une alliance thérapeutique qui permette d'être soudés, il faut qu'on ait une réponse qui soit ferme. C'est-à-dire, moi, je dis, je ne vois pas ce que vous pouvez avoir d'autre qu'une endométriose. Alors pour le moment, je m'en sors comme ça, une pirouette, et je mets en place le traitement et j'essaie de les convaincre de l'intérêt de tout ce qu'on a parlé, c'est-à-dire le traitement hormonal, les traitements antalgiques, etc. Merci. Merci beaucoup. L'éminente Margot Gaillard. Alors ma question, elle prolonge celle de ma consoeur. Comment on fait par contre chez les patientes adolescentes ou chez les patientes vierges ? Je peux te jeter la... Voilà, parce que c'est la problématique de se dire qu'il faut écouter l'adolescente ou la femme qui n'a pas eu encore de rapport, mais c'est difficile de lui dire les examens, on va encore... Alors, je crois que là, on est vraiment sur la situation qui est la plus compliquée. C'est-à-dire le diagnostic, je vous ai dit qu'il est complexe. Et alors là, on est vraiment dans le high level de la complexité parce que si on parle de la dysménorrhée, et vous verrez sur les recommandations qui ont été présentées hier, on a une définition de la dysménorrhée maladie. Parce que la dysménorrhée, c'est à la fois un symptôme, mais ça a très bien été expliqué. On a tendance à banaliser cette situation. Et finalement, la définition de la dysménorrhée maladie, ce qu'on a appelé la dysménorrhée maladie, c'est de dire que dès qu'il y a un retentissement sur la qualité de vie, parce qu'il y a un absentéisme, parce qu'il y a une consommation de médicaments, il faut considérer que c'est une dysménorrhée maladie. Alors, chez l'adolescente, la proportion des adolescentes qui ont ces dysménorrhées invalidantes, avec retentissement sur la scolarité, est plus important qu'en population générale. La difficulté, c'est nous de dire, vous avez peut-être de l'endométriose, parce que les réseaux sociaux montrent qu'on a 40% de risque d'infertilité, d'avoir une maladie qui ne se guérit pas, une maladie chronique, on a ça pour toute sa vie, etc. Donc une difficulté d'aborder, mais si on ne dit pas, si on ne prononce pas la possible lésion d'endométriose, ou la maladie endométriose, on va dire on va changer de médecin parce que celui-là ne connaît rien à l'endométriose. Et donc on va partir sur l'errance diagnostique avec les difficultés qu'on connaît. Alors si on cherche en plus à avoir une sensibilité plus importante, parce qu'on va proposer, par exemple, pas proposer d'examen endocavitaire à l'échographie chez l'adolescente ou chez la jeune femme vierge, on va se retrouver avec une prescription d'IRM qui est, à mon sens, complètement inutile avant 18 ans. C'est-à-dire que la plus mauvaise chose que vous pourriez faire chez une adolescente, c'est lui prescrire une IRM. Parce qu'elle peut avoir de l'endométriose et qu'on soit sur un faux négatif. Et on peut voir des choses avec des suspicions parce que tous les radiologues n'ont pas non plus la formation qui leur permet de pouvoir analyser. Un épaississement du ligament utérosacré pourrait laisser penser qu'il y a une endométriose alors qu'il n'y a pas d'endométriose. Alors, je réponds peut-être mal à ta question,
mais je n'ai pas mieux. Moi, je trouve que c'est vraiment la situation qui est la plus compliquée parce que les mamans sont demandeuses. Les jeunes femmes sont demandeuses, mais c'est surtout les mamans qui sont demandeuses d'un diagnostic formel en disant « Est-ce que ma fille a de l'endométriose, oui ou non ?» Parce qu'on l'a dit, il y a un caractère génétique, je finis là-dessus, il y a un caractère génétique, et donc souvent, la mère a vécu ce genre de choses sans diagnostic, la tante a vécu des choses sans diagnostic, et donc on a toute une famille avec des femmes qui ont eu des douleurs de règles qu'on a étiquetées en disant « Vous avez des règles, ça fait mal », et la mère éduque sa fille en disant toute la famille a vécu ça, donc tu as des douleurs de règles, c'est rien d'extraordinaire. Donc c'est vraiment une situation très très compliquée. Et le test, l'endotest, ne nous permettra pas de répondre à ça parce que les études qui sont menées, c'est à partir de 18 ans et on n'a rien avant 18 ans. Donc pour le moment, on n'aura même pas de réponse très rapidement sur les premiers éléments de l'étude EndoBest. Merci pour ces réponses. Longue. Nous avons... non, mais longue. Nous avons le temps de débattre et de discuter, donc elles sont très adaptées. Bonjour, merci pour la présentation. Docteur Akamli, je suis dans la Drôme. Juste, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les tests salivaires? Parce que moi, je ne connaissais pas du tout, à titre personnel. Alors, je ne vais pas vous faire de... C'est encore moi? Je sais pas. Alors, je regardais la dame qui... Je indiquais le micro, donc je n'ai pas écouté la question. Donc, écoute... Donc c'est sur le test salivaire. Alors c'est un microséquençage d'ARN, mais je n'irai pas beaucoup plus loin sur la technique. C'est développé, on a besoin d'avoir une validation, et il y a une étude qui est actuellement en cours. Donc après une première phase de validation sur un certain nombre de femmes, 200 femmes, puis 1000 femmes, on a validé une bonne sensibilité et une excellente spécificité, puisqu'on est au-delà de 95% pour la sensibilité et la spécificité. C'est un test qui a un coût. Donc vous l'avez compris, vu le nombre de patientes porteuses d'endométriose ou à qui on a besoin de diagnostic d'endométriose, c'est rapidement des coûts qui sont très importants. Donc il y a une étude actuellement qui s'appelle EndoBest, qui est une étude qui est menée par 100 centres en France, qui vont rechercher si la réalisation du test a permis de modifier la prise en charge de la patiente. Donc ça, c'est un véritable enjeu, c'est-à-dire que faire un test pour dire vous avez l'endométriose, mais de toute façon, vous allez faire votre cellio ou pas, parce que c'est ça. Le fait d'avoir un test et d'avoir un diagnostic n'améliore pas la prise en charge douloureuse, par exemple. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Donc ça, on a 2500 patientes, l'étude, les inclusions devraient se terminer avant la fin de l'année, 2500 patientes, et dans le cadre du forfait innovation, les caisses d'assurance maladie prennent en charge les 22 500 patientes qui vont suivre, toujours avec des critères d'inclusion qui sont des symptômes très évocateurs d'endométriose, une imagerie négative et la possibilité de pouvoir savoir si oui ou non on a un diagnostic avéré avec une sensibilité qui confirmera la sensibilité, parce que là on aura un panel sur une population beaucoup plus importante. On a une question là-bas. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Je m'appelle Marie Vizère, je suis interne de Medgé à Créteil. J'avais une question concernant l'infertilité causée par l'endométriose. Est-ce que le fait de traiter rapidement et de dépister rapidement la maladie pourrait avoir dans l'avenir une infertilité moindre? Un impact positif sur les fertilités? Oui. Moi, je peux répondre juste un tout petit peu sur la revue de la littérature, parce que c'est ce qu'on m'avait demandé. J'en ai pas trop parlé, parce que dans les 300 études qu'on perd quand on enlève la douleur, en fait, il y a quelques études qui parlent un peu de l'infertilité et de la prise en charge chirurgicale des kystes utérins sur la fertilité. Moi, c'est la seule chose que j'ai trouvée. Ouais, kyste ovarien, pardon. Kyste ovarien sur la fertilité. C'est la seule chose qui a l'air de porter, moi, dans ce que j'ai lu, mais je me suis plus orienté douleur que fertilité, mais c'est ce que j'ai lu en travers quand j'ai fait ma revue. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Oui. Ouais. Sinon, il n'y avait pas d'autre chose qui améliorait la fertilité. Je peux rajouter, là, parce que moi, j'ai fait un DU de gynéco, oui. Et en fait, pour l'endométriose, ils avaient dit... un bras douleur, un autre bras fertilité. Enfin, voilà, où est-ce qu'on en est par rapport à la femme. Et en fait, effectivement, par rapport à la fertilité, il disait que l'IRM et la célioscopie diagnostique et effectivement la chirurgie étaient un des traitements présupposés avant une FIV ou une Là, on PMA. reste quand même sur des éléments. Merci pour cette précision. Les éléments de concertation
dans les réunions de concertation pluridisciplinaire où on fait intervenir, alors là c'est des chirurgiens de l'endométriose, des chirurgiens digestifs, urologues, gynécologues, des spécialistes de la fertilité. Moi je voudrais simplement dire un petit mot sur le chiffre de 40% qu'on voit à peu près partout en matière d'infertilité chez des femmes porteuses d'endométriose. On n'a pas de données. C'est-à-dire c'est une extrapolation et souvent à partir des femmes qui arrivent dans les centres de PMA. C'est-à-dire que les femmes qui accèdent en PMA, celles qui ont démarré des grossesses alors qu'elles ont de l'endométriose, ne sont pas comptabilisées. Alors que si c'est 40% des femmes des chiffres issus de PMA qui donnent 40%, ce n'est pas les mêmes choses que les datas qu'on a en soins premiers. Donc ça, il faut qu'on trouve des solutions pour avoir de la donnée en premier recours, pour qu'on dise l'infertilité, c'est peut-être pas 40%, mais c'est peut-être 10% ou 20%. Parce que c'est quand même très impactant sur la vie de la femme. Et en termes de qualité de vie, c'est aussi un élément qui vient la pénaliser en disant que ça va poser des problèmes. Après, par contre, pour répondre, la prise en charge, je pense c'est difficile parce qu'on n'a pas d'item, à part effectivement la chirurgie de l'endométrium qui va enlever le cortex ovarien et qui va effectivement impacter parce qu'on va beaucoup diminuer la réserve folliculaire sur des chirurgies un peu traditionnelles donc on est aussi à réfléchir sur des techniques différentes pour traiter ces endométrioses, ces endométriomes quand ils sont symptomatiques ou quand ils sont trop volumineux avec des risques en termes d'effets secondaires. Mais c'est vrai que sur ces sujets, les données en population générale ou les données en médecine générale qu'on aura bientôt avec l'anthropodonnée P4DP pourront nous apporter des éléments intéressants. Bien parce sûr. Que, comme vous l'ont dit nos orateurs, voilà, on manque de données en soins premiers pour bien évaluer le fardeau. Bonjour, je suis Patricia Vieira, je suis médecin généraliste et effectivement... alors, juste, je vais rebondir sur les deux choses. Pour l'adolescente, en fait, moi, je l'évoque, le mot d'endométriose, même si, effectivement, vous venez de dire que ça diminue la fertilité. Mais en fait, je casse un peu ce mythe parce que, effectivement, les données, les pourcentages sont différents. Donc, je leur dis, oui, en fait, il n'y a pas vraiment de pourcentage disant que ça diminue la fertilité parce que c'est souvent une question à ce moment-là. Et par contre, je leur dis, de toute façon, que vous ayez ou pas une endométriose, c'est le même traitement. Enfin, donc, je désacralise un peu cette histoire d'endométriose. Par rapport à la fertilité, en fait, le diagnostic précoce, si c'est à 18 ans, la fille, peut-être, elle n'est pas du tout dans ce mode-là. Donc, je pense qu'il faut surtout centrer sur la douleur et pas sur est-ce que ça va potentiellement rendre une fertilité et mettre ça chez quelqu'un qui, on sait très bien que la fertilité peut être aussi impactée par le psycho. Enfin, l'aspect psychosocial, donc enfin, je ne pense pas qu'il faut évoquer ça dans ce diagnostic. Enfin, par contre, j'ai une dernière question, même si je pense savoir, mais quand vous avez parlé de contraception, enfin de pilules à visée antalgique, avez-vous on va dire un protocole plutôt pilule en continu, contraceptif? Alors, vous avez parlé vite fait des progestatifs et la polémique du méningiome et de tout ce qu'on sait maintenant par rapport à tout cela, mais est-ce que vous avez un protocole? Voilà, j'ai une suspicion d'endométriose. Qu'est-ce que vous mettez comme pilule, quoi? Parce qu'après, vous avez parlé de plein de pilules spécifiques, mais vous n'avez pas vraiment parlé de qu'est-ce qu'il faut mettre. Voilà. Donc, allez-y. Et bim. On peut pas faire BIM. On peut faire peut-être. BIM. Hein. On peut faire BIM. Alors, moi, ce que j'ai entendu hier, puisqu'il y a eu une session à Paris Santé Femmes où on a consacré à l'endométriose et au traitement de l'endométriose et les nouveaux traitements hormonaux. Alors, actuellement, Vladimir l'a dit, on n'a pas de stratégie plus efficace qu'on démarre par une contraception œstroprogestative, discontinue, séquentielle, continue, des microprogestatifs. On n'a pas de choses qui marchent mieux. Individuellement, on a une telle variabilité au niveau des symptômes qu'on s'y perd un peu. Donc, ce qui est recommandé, c'est qu'on démarre de façon très classique. C'est ce qu'on faisait de façon très empirique quand moi j'étais jeune médecin, il y a quelques années, que personne ne rit. Et du coup, on démarrait sur une contraception œstroprogestative, en l'absence de contre-indication, etc., séquentielle. Et souvent, ça suffit pour diminuer les douleurs, et en particulier les dysménorrhées. Si ça ne marche pas, on peut faire un schéma continu avec le risque d'avoir les petits spottings qui surviennent de temps en temps. Et là, la stratégie, c'est de dire j'arrête le traitement de temps en temps, ça commence à saigner, j'arrête 4 ou 5 jours,
ça peut être 5 jours maxi, et on redémarre la prise continue. Sachant qu'il faut qu'on ait bien sûr au moins 21 jours de prise continue auparavant pour assurer l'efficacité contraceptive. Mais sinon, on peut faire ce schéma. Et après, on va partir sur d'autres traitements. Ça peut être des microprogestatifs qui, quand même, ont un impact aussi sur la qualité de vie, parce que sur le plan santé sexuelle, on va avoir quand même des plaintes qui sont de temps en temps présentes. Ça peut être le Dienogest. Et puis après, on a aussi le SIU hormonal. Alors, il n'y a que Mirena qui est validé, mais on peut imaginer quand même que de temps en temps, on puisse envisager un SIU qui est moins dosé. Et après, on a la deuxième ligne de traitement, donc qui complique forcément les choses parce que c'est les agonistes de la GnRH, les antagonistes avec la thérapie. Donc voilà, on est quand même déjà... Mais là, on n'est plus du tout sur le premier recours. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je confirme qu'Ebim est d'accord avec toi, qu'il a les mêmes résultats. Ah si. Ebim fonctionne. Merci Ebim. Dans l'évaluation de la douleur chronique, vous avez parlé des différents types de douleurs. Donc ces douleurs par excès de nociception, ces douleurs neuropathiques, ces douleurs nociplastiques. J'imagine qu'on ne va pas mettre toutes nos patientes présentant une endométriose sous Neurontin ou Laroxyl. En tout cas, il faudra avoir des éléments peut-être communicationnels pour expliquer pourquoi on a cette décision-là. Sur les douleurs neuropathiques, je connais éventuellement le score DN4 qui peut m'aider et qui peut me dire effectivement ça fait mal. Sur qu'est-ce qui va me faire dire là, cette patiente en fait, elle présente plus des douleurs nociplastiques induit par une exposition de douleur à la chronique et peut-être un niveau de stress élevé lié à d'autres événements de vie qui fait que ces douleurs par excès de nociception répétée ont entraîné cette nociplastie. Qu'est-ce qui me permet d'identifier vraiment que cette personne présente une douleur nociplastique et donc la traiter en conséquence par rapport à ça? Alors, je vais répondre un peu à côté, après je vais te répondre bien. Je vais répondre à côté à partir du moment où quelqu'un a des douleurs chroniques qui persistent sur une endométriose. Je ne vois pas pourquoi on ne traiterait pas sa douleur par un traitement de douleur neuropathique ou nociplastique. En première intention, il privilégie la duloxétine. Maintenant, de plus en plus, sur toutes les indications, on privilégiera la duloxétine. Moi, ça ne me pose aucun problème de prescrire de la duloxétine à tout douloureux et là particulièrement des douleurs chroniques sur l'endométriose. C'est juste, il faut avoir l'habitude. On commence à avoir l'habitude parce que j'ai critiqué un peu les opioïdes tout à l'heure, je continuerai de les critiquer, mais on commence quand même à avoir un meilleur jugement. Je pense qu'il faut avoir le traitement de la douleur neuropathique beaucoup plus évidente. Je ne vais pas vous faire lever la main parce que je suis toujours déprimé après. Qui a déjà vu un opioïde sur une lombalgie? AMM 0, un opioïde sur une lombalgie. Par contre, les traitements de... Merci, c'est qu'on levait la main. Et par contre, les traitements de la douleur neuropathique sur une douleur lombaire du type sciatique qui persiste, on devrait l'avoir en systématique dès 1, 2, 3 mois. C'est vraiment pas fait à 100%. Donc je changeais un peu de sujet pour dire, moi je le mettrais tout le monde qui a des douleurs neuropathiques nociceptives chroniques, je ne me poserai pas la question. D'abord je le donnerai et après je réfléchirai mais comment le présenter, comment le faire. Donc pour répondre un peu plus directement, moi je pense que vraiment il faut prendre en charge la douleur, expliquer, mais là vous êtes douloureux. La duloxétine, actuellement, elle a une préférence parce que déjà, on a moins d'effets indésirables, elle semble bien efficace. Et moi, dans toutes les présentations de la douleur, quelqu'un qui est douloureux chronique, au bout d'un moment, tu ne sais pas si c'est le côté thymique qui rajoute de la douleur ou si c'est la douleur qui est accrochée. Enfin, tu ne sais pas où est le cercle vicieux. Et donc, mettre en antidépresseur sur une douleur neuropathique ou nociceptive, moi, il y a une certaine logique médicale qui me plaît là-dedans, mais par contre, ça veut dire qu'il va falloir l'expliquer, parce que pour le coup, vous avez raison, ça a été très bien expliqué tout à l'heure sur l'effet négatif que peut avoir les traitements, c'est-à-dire, vous avez un antidépresseur, c'est pourquoi? Non. Et bien ça va être de la pédagogie, ça va expliquer qu'est-ce qu'on attend, qu'on en attend un effet, que si ça ne suffit pas, on va augmenter. La duloxétine, c'est 60 à 120 mg qui est reconnue efficace pour les douleurs neuropathiques. Donc c'est une vraie prescription de duloxétine. Je parle beaucoup de la duloxétine parce qu'elle est en première intention, mais les autres sont très bien aussi. Donc moi, j'irai vraiment dessus. Malgré l'augmentation du risque de ménométrorragie. Après... Mais je pense que pour moi, le plus important, ce qu'on oublie beaucoup sur l'endométriose, pour moi, c'est que c'est d'abord une douleur.
Après, oui, mais après, on trouvera. Il y a quelqu'un qui a des métrorragies qui c'est invalidant, ou il y en a d'autres qui sont apparus, mais on va trouver autre chose. Déjà, à partir du moment où dans votre tête, vous dites douleur neuropathique ou nociceptive, on a gagné cette session aujourd'hui. Et puis là, après, comme toute prescription, ça se réévalue en fonction du rapport bénéfice-risque et de la patiente qui est devant toi. Ça s'adapte. Juste un petit mot je ne veux pas monopoliser la parole, mais on a un score. Tout à l'heure, je vous ai montré le score Convergence PP. Quand vous remplissez ça, alors c'est facile, ça prend même pas 5 minutes. Pardon ? Non, ça c'est pour évaluer les symptômes associés à la douleur. On a un score Convergence PP qui permet de pouvoir, avec une sensibilité, une spécificité supérieure à 85%, d'affirmer que la patiente est porteuse d'un syndrome d'hypersensibilité pelvienne. D'accord ? Et c'est facile à remplir en consultation. C'est un score, vous tapez score Convergence PP, vous allez voir, il y a 10 questions à remplir, et c'est un score qui est noté sur 10. Et si vous avez un score qui est supérieur ou égal à 5, vous avez 85% de spécificité, de sensibilité pour ce test, qui affirme le caractère d'hypersensibilisation centrale. Oui. Nociplastique. C'est pas tout à fait la même pathologie. Enfin, voilà, c'est un syndrome différent. Hein. C'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on a un syndrome d'hypersensibilité pelvienne, et c'est pas parce qu'on a un syndrome d'hypersensibilité pelvienne qu'on a une endométriose. Ouais. Les traitements sont identiques. Exactement. On reprend une question. Okay, là-bas. Anne, pardon. Bonjour, Anne Frayens de Toulouse. J'ai 2 petites questions. Une de mes questions tourne autour de la non-corrélation entre l'étendue des lésions d'endométriose et les symptômes d'endométriose. Donc, on a beaucoup parlé de la douleur chronique, mais dans le pourcentage d'une femme sur 10 qui aurait de l'endométriose, est-ce une femme sur 10 qui souffre de douleurs en lien avec l'endométriose, ou est-ce juste la présence d'endométriose chez une femme sur 10 ? Donc, manifestement, c'est la douleur. Donc, il y a énormément de femmes qui ont de l'endométriose et qui ne le savent pas et qui ne souffrent pas de leur endométriose. Que fait-on des femmes chez qui, par exemple, on fait un examen, chez qui on découvre un nodule d'endométriose au niveau de la cloison recto-vaginale et qui ne se plaint de rien ? Est-ce qu'on lui annonce ? Est-ce qu'on n'en parle pas ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et la deuxième question, et après, comme ça, je vous laisse répondre. La deuxième question, c'est à la sociologue que je pose cette question, puisque l'endométriose est une maladie liée aux règles. Est-ce qu'on a des traces historiques de femmes qui auraient eu de l'endométriose dans l'histoire passée, et est-ce qu'il y a un lien entre l'espacement des grossesses des femmes au fur et à mesure des siècles et l'apparition de l'endométriose en lien avec l'apparition des règles beaucoup plus fréquentes qu'avant? Je vous laisse répondre. Vous réfléchissez. Alors, pour la première question, les recommandations de l'HAS et du Collège des gynécos est très claire, c'est-à-dire que de 2017, c'est très clair, c'est-à-dire qu'on ne doit prendre en charge l'endométriose que quand elle altère la qualité de vie, c'est-à-dire douleur, ou qu'elle altère le fonctionnement d'un organe. C'est-à-dire que si vous avez une lésion sur le pied de l'urétère et qui occasionne une hydronéphrose, il est sûr que dans ce cadre-là, on va la prendre en charge. Mais les formes asymptomatiques ne justifient d'aucun traitement particulier. Savoir si on le dit à la patiente, je ne vois pas ce que ça va forcément beaucoup faire. Tu peux le noter dans le dossier, Anne. Et je crois qu'on va en rester là parce qu'elle ne sera probablement pas symptomatique jamais. Et toi, si un jour elle se plaint de dysménorrhée, tu pourras lui dire je sais ce qui explique vos douleurs. La seule question, c'est est-ce qu'on l'encourage à préserver ses ovocytes? Dis que tu n'as pas de niveau de preuve. Vas-y, Vladimir, vas-y. Il n'y a pas de niveau de preuve. Voilà, tu vois. Je
Je voulais juste préciser, moi, ce que je rajouterais, mais pour toi, je pense que c'est évident, Anne, mais ce que je rajouterais, c'est on s'assure qu'elle n'a pas de douleur. Parce que je pense qu'il y a des fois, il y a des gens qui considèrent, comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur les témoignages, que c'est une douleur normale ou des douleurs qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas rythmées par les règles systématiquement. Et donc, pour tout le monde, on vérifie qu'il n'y a pas des douleurs. Luna. Oui, merci pour la question. Alors, je ne saurais pas vous répondre vraiment précisément, mais en tout cas, ce que je peux peut-être dire, c'est qu'il y a des travaux aujourd'hui qui réfléchissent aussi au fait que l'endométriose étant une maladie récente, et en tout cas qui, dans les savoirs médicaux, a émergé assez récemment par rapport à l'ensemble des savoirs médicaux, que peut-être certaines affections liées notamment au cycle menstruel ou à des douleurs pelviennes, qui étaient à l'origine pas identifiées comme dans l'endométriose, en fait étaient peut-être liées à cette affection-là. Et donc on pense notamment à des symptômes qui étaient plutôt associés à l'hystérie ou à des formes en fait de manifestations physiologiques de troubles dits neurologiques. Enfin voilà. Et du coup peut-être qu'en fait il y a aussi des personnes qui souffraient de douleurs pelviennes, de douleurs liées à l'endométriose, mais comme c'était pas une maladie formée en fait dans les savoirs médicaux, n'était pas diagnostiquée à ce moment-là. Et sur le lien entre les grossesses, l'espacement des grossesses et l'endométriose, je peux pas vous répondre sur une corrélation historique entre ça. Mais par contre, sur le fait que justement, en fait, cette attention très focalisée sur ce que je disais sur les femmes qui faisaient des enfants plus tard, et du coup avec un peu cette idée que ce serait lié au mode de vie, et du coup au fait que en fait, elles privilégieraient leur carrière plutôt que d'enfanter, et du coup seraient plus susceptibles de développer une endométriose. En fait, ce focus sur la grossesse, sur le fait d'avoir des enfants, fait aussi justement qu'on a invisibilisé d'autres dimensions qui sont encore toujours à l'heure actuelle assez peu explorées, notamment ce que je disais sur les facteurs environnementaux et le fait que en fait, pour beaucoup aussi de maladies qui sont plus présentes chez les femmes, on a tendance la recherche en tout cas a tendance à vraiment se focaliser sur les spécificités biologiques notamment les organes dits féminins, etc. Et du coup, qui aussi masquent certaines dimensions qui sont encore très peu explorées par la recherche. Voilà. Bonjour, Charles Mbappé, médecin généraliste à Charenton. J'avais une petite question par rapport à une patiente que je suis, dont je suis le médecin traitant, donc qui a une endométriose assez sévère, et qui a vu multiples spécialistes, médecins de la douleur, etc., et qui a des opioïdes du coup depuis un bon moment, et donc que je vois tous les 28 jours pour renouveler ses traitements. Et je me posais la question de est-ce qu'à un moment donné vous arrivez à diminuer ces traitements et aussi sur la duloxétine à partir du moment où on l'introduit, est-ce que c'est à vie du coup, ou est-ce qu'à un moment donné on va pouvoir essayer de diminuer, voire d'arrêter? Voilà, donc je me posais un peu la question là-dessus parce que je renouvelle et en fait, est-ce qu'à un moment donné on arrive à diminuer des choses, est-ce qu'on arrive à en arrêter ou en fait on est entre guillemets condamné à renouveler éternellement? Je vais commencer la réponse, puis je laisserai professeur Dupuy répondre sur le côté addiction, parce que c'est la grande spécialiste de l'addiction. Sur la duloxétine, on commence par la mettre, et après, comme tout traitement, on va la réévaluer de temps en temps, voir si on n'a plus de douleur, parce que souvent la duloxétine fait bien diminuer les douleurs, mais on peut quand même avoir un fond douloureux cyclique qui reste, ce sera une indication à la continuer, ou une disparition de tout signe, mais petit à petit, on ira le diminuer doucement, parce que sur un traitement antidépresseur au long cours, on n'arrête pas tout de suite du jour au lendemain, parce que on peut avoir d'autres effets associés. Donc, et surtout sur les douleurs, alors là je suis moins spécialiste que mes collègues strictement sur l'endométriose, mais en général c'est qu'on a une diminution des douleurs qui peuvent arriver dans le temps. Donc pour moi, dans un traitement de la douleur, on est toujours dans l'objectif de le diminuer un jour, mais on est dans un objectif, c'est-à-dire si on ne le diminue pas, l'objectif principal c'est ne pas avoir mal, et le secondaire, c'est avoir le moins de traitement possible. Donc on reste sur le principal. Donc au pire des cas, ils auront un traitement à long cours. Pour les opioïdes, je vais juste donner un avis. Oui, on va pouvoir les diminuer, mais ça va pas être facile. Déjà, il va falloir expliquer qu'on a un traitement des fois qui a eu d'autres effets que le traitement de la douleur. Et on le disait tout à l'heure, ça rechoque le côté qu'on parlait de sociologique. En fin de compte, au final, on commence faut d'abord comprendre que l'opioïde, on ne le prend pas que pour la douleur. Parce que quand on a un traitement sur opioïdes de longue durée,
sur l'endométriose, où on sait que c'est peu efficace sur l'endométriose directement, mais en fait, c'est qu'on a d'autres effets qui sont durs à accepter. Et là, c'est le moment de passer le cadeau au professeur Dupuy qui va répondre là-dessus. Oui, non, mais je crois que tu as parfaitement répondu. La question, c'est celle-là, c'est de discuter avec la patiente, finalement, qu'est-ce qui vous fait ce traitement? Est-ce qu'il soulage la douleur? Est-ce que la prise de médicaments est conditionnée seulement par la douleur? Vous le prenez au moment où vous avez mal, uniquement? Ou alors, est-ce que le traitement, il soulage la douleur, mais il fait d'autres choses? Est-ce que finalement vous êtes mieux avec le traitement? Est-ce qu'il calme votre anxiété? Est-ce qu'il fait que vous vous sentez mieux dans votre vie? Est-ce que, si c'est du tramadol, est-ce que finalement vous trouvez un petit effet booster avec le traitement? Parce que le tramadol est aussi a une capacité un peu euphoriante et un peu stimulante. Donc c'est un peu la question. Et finalement, est-ce que le traitement, vous le prenez pas que quand vous avez mal, mais aussi pour d'autres raisons dans votre vie? Et si c'est ça, on est quand même dans un autre usage de l'opioïde, avec, et voilà, comme Vladimir l'a très bien présenté, le risque de trouble de l'usage des opioïdes, il est quand même de 8 à 12%, voire un peu plus avec ces médicaments-là. Donc il n'est pas nul. Et donc il faut s'interroger sur est-ce qu'on est dans ce cadre-là? Il y a une échelle de dépistage du mésusage qui est l'échelle POMI, pour laquelle le professeur Catherine Laporte avait fait une étude de validation, une étude psychométrique de validation de la POMI en soins primaires, qui n'a pas retrouvé une bonne validité de la POMI. Elle est bien validée en hospitalier, mais pas en soins primaires. Mais en tout cas, de poser ces questions, ça va vous permettre de savoir dans quel contexte on est. Et après, la première étape, en effet, c'est d'essayer de diminuer, quand on est dans un contexte de mésusage, d'expliquer à la patiente, d'essayer de voir avec elle quelles sont les solutions pour diminuer. Des fois, on y arrive aussi et souvent en mettant d'autres thérapeutiques en place, qu'elles soient non médicamenteuses, mais qu'elles soient aussi le traitement de la douleur neuropathique, parce que en mettant tous ces médicaments, ces co-analgésiques en place, on peut arriver à diminuer. Puis des fois, on n'arrive pas à diminuer. Des fois, il y a des patientes qui se retrouvent dans des situations de nomadisme médical, de docteur shopping important, parce qu'elles chevauchent les ordonnances. Et à ce moment-là, ça peut être une solution, quand on voit qu'on n'arrive pas à réduire, à passer à un traitement de substitution aux opiacés qui, des fois, est une solution pour ces patientes-là. Merci. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis interne en médecine générale à Montpellier. Moi, je sors d'un stage en gynécologie en libéral et on voyait effectivement beaucoup de femmes avec un diagnostic d'endométriose ou du moins une suspicion. Et parmi ces femmes, il y en a plusieurs qui m'ont demandé l'impact de l'alimentation sur leur douleur, notamment s'il y a des aliments pro-inflammatoires, anti-inflammatoires. Alors moi, je ne savais pas leur répondre. Donc est-ce qu'il y a vraiment des études qui vont dans ce sens ou est-ce qu'elles ont plutôt trouvé ça sur Internet, sur les réseaux sociaux? Je suis passé très vite dessus parce que je ne pouvais pas tout détailler. J'avais une limite de temps que j'ai à peu près respectée. Il y a beaucoup d'études, mais à un niveau de preuve proche de zéro. Il y a beaucoup de littérature sur les hygiènes alimentaires hypo-inflammatoire sur plein de choses en fait, et il n'y a rien qui est efficace à part le lait entier, mais voilà, non, il n'y a vraiment rien qui a montré la chocolatine. Mais là il n'y a vraiment pas d'article sur la chocolatine. Non, mais par contre non, il y a zéro niveau de preuve. On entend beaucoup parler. Après aussi, peut-être que dans les articles qui se veulent futurs médicaments pour l'endométriose, on parle beaucoup de tous les médicaments anti-inflammatoires qui sont en théorie en exploration sur l'endométriose, mais à ce stade, on n'a aucun niveau de preuve. On est vraiment dans le est-ce que ça marcherait peut-être un jour? On n'est même pas dans la pratique en 4e recours. On est vraiment dans peut-être que ce serait une bonne piste parce que la INS fonctionne, quoi. Donc non, malheureusement, les traitements, les régimes hypo-inflammatoires, ça ne marche pas très bien. Et moi, je ne suis pas trop pour les régimes hypo-inflammatoires parce que c'est ultra chronophage. Enfin, ce n'est pas simplement je ne mange pas de lait. C'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on a une autre question? Ah, mais Thierry va ajouter quelque chose, pardon. C'était juste pour dire que individuellement, alors c'est vrai que le niveau de preuve, il est proche de zéro. Individuellement, les patientes sont quand même très demandeuses d'avoir des conseils alimentaires pour diminuer cette sensation de ballonnement. C'est-à-dire qu'elles décrivent volontiers une espèce de distension abdominale qui survient en quelques dizaines de minutes et qui est particulièrement douloureuse et invalidante. Et font le lien parfois avec des aliments. Alors, on entend parler du gluten, du lactose, d'un certain nombre de choses. Individuellement, je crois qu'il faut, même si on ne part pas sur des choses qui sont très compliquées, pouvoir peut-être arriver à leur donner. On a vu tout à l'heure dans les recommandations qui disent qu'il faut prendre en compte les symptômes associés
et en particulier les symptômes digestifs. L'hygiène alimentaire, je veux dire, sans parler sur le régime anti-inflammatoire, parce que l'inflammation n'est qu'un élément dans la physiopathologie de la douleur. Il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent, donc je crois qu'il faut peut-être essayer de les accompagner dans cette démarche-là, sans être trop pro-alimentation anti-inflammatoire ou autre. Ouais, les conseils de base peuvent me semblent pertinents. Une petite question encore sur la prise en charge de la douleur. Vous n'avez pas du tout parlé de la chaleur, la bouillotte, qui reste quand même un traitement de mère et de grand-mère. C'est le meilleur traitement de pour la dysménorrhée. D'endométriose. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a eu des études ? Des études, je n'ai rien trouvé sur les traitements thermiques avec un niveau de preuve, parce que moi je me suis vraiment intéressé aux revues de la littérature, vraiment au niveau de preuve. Bon, ouais, j'en ai pas trouvé, vous me direz, mais il ne s'est même pas évoqué dans les traitements. Ce qui va être plus travaillé, c'est tout ce qui est l'électrostimulation avec le TENS, qui semble fonctionner un petit peu, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment privilégier ce que disait Thierry, hein, on privilégie le confort, etc. Mais par contre, en niveau de preuve, je suis désolé. Après, il faut trouver quelqu'un qui va bien faire une étude complexe sur la bouillotte. Et ça, je pense qu'on ne trouvera pas. Sauf s'ils vous vendent des trucs chauffants qui valent une fortune. Mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, vous voyez qu'il y a un champ de recherche important à développer. Donc, pour les futurs chercheurs dans la salle et ceux qui le sont déjà, allez-y, lancez-vous. Bonjour, Marianne Delouche, je suis médecin généraliste sur Poitiers. Merci déjà pour votre présentation. J'avais une petite question. J'ai entendu récemment dire, est-ce qu'il y a un lien entre fibromyalgie et endométriose ? Moi, je vais répondre juste sur l'aspect douleur. Je pense, parce que pour le coup, je laisserai Thierry sur le côté endométriose spécifique. Sur l'aspect douleur... alors oui, il peut y avoir un lien, parce que souvent l'endométriose, c'est des maladies qui sont peu reconnues, peu entendues, la fibromyalgie aussi, donc il y en a certains qui peuvent passer sur une piste ou l'autre, et souvent c'est la douleur et des douleurs nociplastiques, et en fait c'est souvent des gens qui souffrent, et ils sont mis des fois dans des cases et que c'était pas la bonne case. Voilà, moi c'est ma raison, mais plus sur la prise en charge de la douleur que sur Thierry qui va répondre le lien. Juste un élément de réponse, dans le score Convergence PP, que je vous ai proposé tout à l'heure sur le repérage de ces douleurs nociplastiques, à la fin, on a le contexte. Et le contexte, c'est ce que je vous disais, si vous envoyez la boîte d'allumettes enflammée sur un milieu qui est favorable à l'explosion, le terrain est aussi important. C'est-à-dire qu'on a volontiers des femmes qui ont des migraines, qui ont un syndrome un PTSD, le syndrome de stress post-traumatique. Merci beaucoup. Du catastrophisme, la fibromyalgie, tout ça fait le lit et est associé à ces douleurs nociplastiques. Donc il y a un lien, parce qu'effectivement, le vécu il va impacter aussi sur la perception de la douleur. Et dans la définition de la nociplastie, si on veut essayer de voir la douleur nociplastique, c'est l'abaissement de la perception de la douleur. Donc on va baisser le seuil douloureux de perception de la douleur, et donc on va avoir des allodynies, des douleurs un petit peu bizarres. Et j'en discutais encore hier avec Amélie Lévesque, qui est algologue à Nantes, et qui disait, finalement, quand on est un peu perdu dans la douleur, parce que la patiente, elle a des douleurs un peu qui partent dans tous les sens, il faut penser à cette douleur nociplastique, parce que pour nous, je trouve, médecins généralistes, elle est très éclairante sur des tableaux auxquels on ne comprend pas bien, que les spécialistes des autres organes nous renvoient gentiment en disant « Oui, mais vous avez des troubles digestifs, mais moi je suis gynéco et donc ça, j'y connais rien. » Les symptômes urinaires, parce que la patiente, elle a des douleurs au remplissage vésical, ou elle a des douleurs, au contraire, une fois qu'elle a uriné, et quelquefois 10, 20, 30 minutes après. Pareil pour la santé, pour la vie sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont avoir des douleurs, des dyspareunies profondes, balistiques, positionnelles, et puis d'autres vont avoir des douleurs après un orgasme 15-20 minutes après, et qui sont pliées pendant 3 heures, pliées en deux dans leur lit. Donc c'est ça, quand on ne comprend pas bien, il faut se poser la question. Et je trouve que des fois, si on utilise ce test, je trouve que quand même c'est pertinent, parce qu'on trouve quand même des choses et des pistes de traitement qui sont pertinentes. Et puis, il faut se rappeler que ce terrain favorable, en effet, est aussi le lit des addictions, souvent, notamment toutes les vulnérabilités, les éléments de biographie personnelle, de psychotrauma. Donc, il faut y être vigilant plus sur ces terrains-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Il est 17h51. Je pense qu'on peut clôturer et remercier nos intervenants. Merci à tous.